Novembre 1942. Stalingrad. Imaginez une rue qui n'existe plus. À la place des maisons, des squelettes calcinés de bâtiments. À la place de l'asphalte, un broyat de briques, de verre pilées et de boue gelée. L'air est dense, il sent la suie, la mort et l'eau glaciale de la Volga. Dans ce royaume de silence et d'horreur, chaque son est une menace. Le crissement d'une pierre sous une botte, le grincement d'un fer rouillé dans le vent, le crépitement lointain d'une rafale de mitrailleuse. Et le son le plus terrifiant, c'est le silence, car c'est dans le silence que l'on entend le sifflement de la balle qui vous est destinée. C'est la guerre des rats, comme l'ont surnommé les soldats allemands. Une guerre qui ne se joue pas sur les cartes d'état-major, mais dans les caves, les greniers, les ruines d'ateliers. Ici, les armadas de chars ne rugissent pas, et les régiments ne défilent pas. Ici, deux hommes peuvent rester des heures, des jours allongés dans la poussière glacée, s'observant à travers une lunette de visée. Et le prix d'une seule erreur est la mort instantanée. Dans cet enfer naissent ses propres héros et ses propres monstres. Et bientôt dans ces rues mortes, un duel qui entrera dans l'histoire devait avoir lieu. Le duel de deux fantômes, deux maîtres de leur art. D'un côté, un simple berger de l'Oural devenu la terreur des officiers allemands. De l'autre, un tireur d'élite spécialement dépêché de Berlin, avec une seule et unique mission: trouver et éliminer le sniper soviétique numéro 1. Personne ne connaissait encore leur nom, mais la ville retenait déjà son souffle. L'enjeu était bien plus grand que deux vies. L'enjeu était la foi. La foi que même dans ce chaos, un seul homme, un seul tir précis pouvait tout changer. Pour comprendre pourquoi ce duel a pu avoir lieu, il faut remonter quelques mois en arrière. Fin de l'été 1942. La 6 armée de Paulus, l'une des plus puissantes et expérimentées de la Wehrmacht, est aux portes de Stalingrad. Les soldats sont confiants: encore une semaine peut être deux, et la ville tombera. Ils regardent la Volga, les faubourgs fumants, et voient la ligne d'arrivée de la guerre à l'est. À Berlin, on imprime déjà les médailles pour la prise de la ville, et Hitler déclare dans ses discours que le pied d'un soldat soviétique ne foulera plus jamais la rive de la Volga. La confiance était absolue, et au début tout se déroula comme prévu. L'aviation allemande, la Luftwaffe, transforma la ville en un océan de feu. Les bombardiers opéraient par vagues avec la régularité d'une chaîne de montage, effaçant de la carte des quartiers entiers. Derrière eux venait l'infanterie et les chars. Il semblait que rien de vivant ne pouvait survivre à cette tempête de feu. La tactique allemande, affinée en Europe, reposait sur la vitesse, la manœuvre et l'interaction des différentes armes. Le Blitzkrieg. Mais à Stalingrad, le Blitzkrieg a trébuché. Il s'est enlisé. Les ruines de la ville se sont avérées être une forteresse idéale. Chaque maison détruite devenait un point fortifié. Chaque cave une embuscade. Les chars forces redoutables en rase campagne étaient ici aveugles et vulnérables. On les incendiait depuis les coins de rue, les étages supérieurs, les bouches d'égout. L'armée allemande, habituée à combattre dans de vastes espaces, s'est retrouvée piégée. Le front cessa d'être une ligne sur une carte. Il passait à travers une cuisine, une chambre à coucher, une cage d'escalier. Le général Vassili Tchouikov, commandant de la 62 armée, comprit que ses unités épuisées ne tiendraient pas en combat ouvert. Il donna alors un ordre qui allait définir le caractère de toute la bataille: rapprochez-vous de l'ennemi, infiltrez ses formations de combat. L'objectif était simple et génial: se coller aux Allemands si près que leur aviation et leur artillerie ne pourraient plus opérer de peur de frapper leurs propres troupes. Le combat devint un corps à corps brutal et rapproché. Et dans cette nouvelle réalité, de nouveaux héros firent leur apparition. Des hommes dont l'arme principale n'était ni les chars ni les canons, mais la ruse, la patience et un unique tir précis. Il n'y a pas de terre pour nous au-delà de la Volga. Ces mots devinrent non seulement un slogan, mais l'essence même de la défense de Stalingrad. L'ordre numéro 227, connu sous le nom de « pas un pas en arrière », était cruel mais nécessaire. Il n'y avait nulle part où reculer. Derrière le fleuve gelé et au-delà la steppe nue, les soldats de la 62 armée le comprirent littéralement. Ils s'accrochèrent à chaque mètre de terrain. Ils se battirent pour le silo à grains où une poignée de combattants a tenu en échec un régiment allemand entier pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que le grain se mêle au sang. Ils se battirent pour la maison Pavlov, devenue une forteresse imprenable. Ils moururent dans les sous-sols de l'usine Octobre Rouge et sur les pentes du Kourgan Mamaïev, qui changeait de main plusieurs fois par jour. Le général Tchouikov organisa la défense autour de ce qu'on appela des groupes d'assaut. De petites unités mobiles de 10 à 12 hommes, armés de pistolets mitrailleurs de grenades et de pelles de sapeurs.
Ils opéraient la nuit se faufilant à travers les ruines, attaquant les positions allemandes par surprise, semant le chaos et la peur. Ils étaient les yeux et les oreilles de l'armée. Mais il y avait une autre caste de guerriers, qui dans les conditions du carnage urbain devint une élite, les snipers. En rase campagne, le sniper est une figure importante mais pas toujours clé. Mais en ville où les distances de combat se réduisaient à 100 ou 200 mètres, où chaque officier, chaque mitrailleur, chaque agent de liaison était à découvert, le sniper se transformait en dieu et en diable à la fois. Il pouvait paralyser tout un secteur du front. Un tir réussi et une compagnie se retrouvait sans commandant. Un deuxième, et la mitrailleuse qui clouait tout le monde au sol se taisait. Un troisième et la liaison avec l'état-major étaient coupées. Le commandement soviétique comprit rapidement le potentiel du mouvement des snipers. On commença à l'encourager activement. Les journaux parlaient des meilleurs tireurs. Leurs noms devinrent connus de tout le pays. Anatoly Tchekhov, Viktor Medvedev et des dizaines d'autres. Ils devinrent des légendes, des exemples à suivre. Mais bientôt, parmi ces étoiles, une se mit à briller plus fort que toutes les autres. Un homme dont le nom allait bientôt inspirer une terreur superstitieuse aux Allemands, l'adjudant Vassili Grigorievitch Zaïtsev. La guerre est un paradoxe. Elle prend des gens ordinaires, des bergers, des instituteurs, des ouvriers, et les transforme en tueurs ou en héros, parfois les deux à la fois. Vassili Zaïtsev n'était pas un militaire de carrière. Il était né dans un coin reculé de l'Oural, dans le village de Yeleninka. Dès son plus jeune âge, son grand-père lui avait appris à chasser, non pas comme un loisir, mais comme un moyen de survie. Avant de tirer, étudie la bête, disait-il au jeune Vassili. Apprends ses habitudes, trouve ses pistes, comprends où elle boit, où elle se nourrit, et ne tire jamais au jugé. Vise juste. Cette sagesse de chasseur devint sa seconde nature. Il apprit à lire les traces, à se fondre dans le paysage, à rester immobile des heures, durant en attendant sa proie. Il était un chasseur, pas un soldat. Quand la guerre éclata, Zaïtsev servait dans la flotte du Pacifique comme chef du service financier, un comptable en uniforme de marin. Il brûlait d'envie de partir au front, écrivit 5 rapports, mais on laissait rarement les marins partir sur la terre ferme. Finalement, à l'été 42, sa demande fut acceptée. Avec d'autres marins du Pacifique, il monta dans un train et partit vers l'ouest à la rencontre de la guerre. En septembre, au plus fort des combats, il traversa la Volga et se retrouva dans l'enfer de Stalingrad. Il fut affecté à une simple compagnie de fusiliers, et c'est là, au milieu des ruines, que ses compétences uniques se révélèrent inestimables. Il voyait ce que les autres ne remarquaient pas. Il comprenait instinctivement où l'ennemi pouvait se cacher. Un jour, pendant une accalmie, il prit un simple fusil Mosin Nagant et à une distance de 800 mètres abattit 2 Allemands qui s'étaient imprudemment montrés à découvert. Cela fut remarqué. Le commandant du régiment le convoqua, lui remit un fusil de sniper avec une lunette de visée et lui dit « Agis Zaïtsev ». C'était un aller simple. Les snipers ne vivent pas longtemps à la guerre. Ils sont la cible prioritaire numéro 1 de l'ennemi. Mais pour Zaïtsev, c'était un retour aux sources. Les ruines de la ville devinrent sa nouvelle forêt et les soldats allemands son nouveau gibier. La chasse commence. Durant son premier mois de combat à Stalingrad, Vassili Zaïtsev élimina 42 soldats et officiers ennemis. Et ce n'étaient pas des tirs au hasard. Chaque sortie de chasse était une opération minutieusement planifiée. Le travail de sniper en ville n'est pas un film d'action hollywoodien. C'est un labeur infernal exigeant une patience et une maîtrise de soi surhumaine. D'abord la reconnaissance. Zaïtsev pouvait passer une journée entière dans un poste d'observation à étudier une position ennemie. Il mémorisait tout l'emplacement de l'embrasure d'une mitrailleuse, l'heure de la relève de la garde, le lieu de réunion des officiers, le sentier emprunté pour apporter la nourriture. Il se créait une carte mentale de la vie de l'ennemi. Ensuite, le choix de la position. La position idéale est celle qu'il est impossible de repérer. Zaïtsev ne tirait jamais depuis des endroits évidents comme les embrasures de fenêtres. Ses abris étaient des tas de briques, des brèches dans les murs, des carcasses de véhicules calcinés. Il aménageait plusieurs positions, une principale et plusieurs de rechange. Après chaque tir, il devait changer de place instantanément et discrètement, car le feu de riposte de l'artillerie ou des mortiers arrivait presque immédiatement. Son camouflage était une œuvre d'art, en hiver une tenue de camouflage blanche. Parmi les ruines des vêtements déchirés et sales saupoudrés de poussière de briques, il devenait une partie du paysage, un fantôme invisible. Mais son arme principale était la psychologie.
Il comprenait que la peur était une munition aussi mortelle que celle dans son fusil. Il chassait en priorité les officiers, les agents de liaison, les observateurs d'artillerie, ceux dont dépendait le bon fonctionnement de la machine de guerre allemande. Ces tirs ne tuaient pas seulement, ils semaient la panique et la paralysie. Les soldats allemands commencèrent à avoir peur de sortir de leurs abris. Une simple action comme courir jusqu'à la cuisine de campagne pour une gamelle de soupe se transformait en un risque mortel. Ils sentaient sur eux un regard invisible. Le nom de Zaïtsev commença à se transmettre de bouche à oreille, dans les tranchées allemandes s'auréolant de détails macabres. Il n'était plus un simple sniper, mais un mythe, le mauvais esprit de Stalingrad. La renommée de Zaïtsev grandissait de jour en jour. Le journal du front, En garde pour la patrie, commença à écrire sur lui. Ses succès étaient cités en exemple. Le commandement de la 62e armée vit en lui non seulement un combattant efficace, mais aussi un puissant outil idéologique. Dans des conditions où les troupes subissaient des pertes effroyables et où le moral tenait à un fil, les récits des exploits de Zaïtsev étaient une bouffée d'air frais. Il montrait que l'ennemi pouvait et devait être battu avec ses propres armes, la ruse et l'habileté. Bientôt, une véritable école de snipers commença à se former autour de Zaïtsev. On lui envoya les combattants les plus adroits et les plus froids des autres unités pour qu'ils les forment. Il les appelait ses lapros, et il ne leur apprenait pas seulement à tirer. Le tir n'était que le dernier élément d'une longue chaîne. La chose la plus importante qu'il leur enseignait était de survivre. Il développa tout un système tactique qu'il nomma la tactique des 6. Ce n'était pas simplement un duo sniper-observateur, mais un groupe de 6 personnes divisées en 3 paires. Chaque paire avait sa propre zone de responsabilité et couvrait les autres. Cela permettait une surveillance continue et une opposition efficace aux snipers ennemis. Zaïtsev enseignait à ses lapereaux l'art du camouflage, le choix de la position, la capacité à lire le champ de bataille. Il leur transmettait sa sagesse de chasseur. « Chaque Fritz doit être pris par la ruse », disait-il, à l'appât. L'attirer, lui faire croire qu'il est en sécurité, et seulement ensuite frapper. Ils apprenaient à créer de fausses positions pour détourner l'attention de l'ennemi, à utiliser un fusil nomade. Un sniper tirait, et un autre depuis un endroit complètement différent achevait la cible qui s'était montrée pour voir d'où venait le premier tir. Cette école de sniper devint un véritable casse-tête pour le commandement allemand. Les pertes parmi les officiers et les spécialistes commencèrent à augmenter de façon exponentielle. Si auparavant les soldats allemands se sentaient relativement en sécurité à 100 mètres de la ligne de front, la mort les guettait désormais partout. Le mouvement des snipers lancé par Zaïtsev se transforma en une véritable épidémie. Et cette épidémie devait être stoppée d'urgence. Pour le commandement allemand à Stalingrad, la situation devenait de plus en plus alarmante. Premièrement, le plan de prise rapide de la ville avait échoué. La bataille s'était transformée en un hachoir à viande épuisant, dévorant ressources et hommes. Deuxièmement, le caractère même de la guerre avait changé. Au lieu des manœuvres et des encerclements habituels, les soldats allemands étaient contraints de se battre pour chaque pièce, chaque étage. Et dans cette guerre, le moral jouait un rôle clé. Or, il était en chute libre. La tension constante, le froid, la faim, et pire que tout, le sentiment d'une menace invisible et permanente. La cause principale de cette menace était les snipers soviétiques. Ce n'était pas seulement un problème militaire, c'était un problème psychologique. Une chose est de mourir dans un combat ouvert d'une balle ou d'un éclat d'obus. C'en est une autre de recevoir une balle en pleine tête, alors qu'on allume une cigarette en se croyant en sécurité. Les snipers sapaient les fondements même de la discipline et de l'ordre militaire. Les officiers avaient peur de s'approcher des embrasures pour observer le champ de bataille. Les agents de liaison ne pouvaient pas tirer un câble sans risquer leur vie. Les porteurs de munitions et de vivres devenaient des cibles mouvantes. Tout mouvement du côté allemand de la ligne de front pouvait être le dernier. Dans les rapports des commandants allemands, les plaintes concernant la terreur des snipers se firent de plus en plus fréquentes. Les pertes dues au feu des snipers n'étaient pas si importantes à l'échelle de l'armée, mais leur effet psychologique était colossal. Un seul sniper pouvait paralyser les actions de tout un bataillon, et ils étaient des dizaines voire des centaines. Et parmi eux, un se distinguait dont le nom était connu même à l'état-major de Paulus Vassili Zaïtsev. La propagande soviétique fonctionnait à merveille. Des tracts racontant les exploits de Zaïtsev avec sa photo étaient délibérément largués sur les positions allemandes. Il devint un ennemi personnel, le symbole de cette nouvelle guerre sournoise et déloyale.
Les généraux allemands comprirent que pour remonter le moral de leurs troupes et inverser la tendance, il fallait détruire ce symbole. Tuer Zaïtsev devint une question de principe. Mais comment faire? Les soldats ordinaires étaient impuissants contre lui. Envoyer des groupes d'assaut à sa recherche dans les ruines était suicidaire. Contre un maître, il fallait un autre maître. La décision fut prise. D'Allemagne de l'école d'élite, des snipers de Zossen près de Berlin, on fit venir le meilleur des meilleurs. Les légendes naissent dans le feu. Et la légende du major Koenig est l'une des pages les plus éclatantes et controversées de la bataille de Stalingrad. Qui était-il réellement? Dans les sources soviétiques, principalement dans les mémoires de Zaïtsov lui-même, il est décrit comme le major Erwin Koenig, directeur de l'école de sniper de la Wehrmacht. Selon d'autres sources, son nom de famille était Thorvald. Les historiens débattent encore de l'existence réelle de cet homme. Les archives allemandes ne contiennent aucune trace d'un major de ce nom tué à Stalingrad. Peut-être était-ce une figure composite. Peut-être ces documents ont-ils été perdus ou détruits? Ou peut-être était-ce une opération spéciale sous un nom d'emprunt. Mais pour les soldats de la 62 armée, il était absolument réel. La nouvelle de son arrivée fut apportée par un caporal allemand fait prisonnier. Lors de son interrogatoire brisé et effrayé, il raconta qu'un super sniper de Berlin était arrivé dans leur secteur. Sa mission liquidait le principal sniper soviétique, dont il cita le nom Zaïtsev. L'information parvint immédiatement au commandement. Une course contre la montre commença. Zaïtsev et ses camarades comprirent que le chasseur était devenu lui-même la proie. L'arrivée de l'assaillement changea tout. Ce n'était plus le travail quotidien d'un sniper. C'était un duel personnel. Koenig se mit au travail. Et il agit en professionnel de la plus haute classe. Il ne se précipitait pas, ne cherchait pas à faire du chiffre. Il étudiait le terrain, repérait les positions des snipers soviétiques et commença à les éliminer méthodiquement. Sa première victime fut un sniper expérimenté du nom de Morozov. Il fut tué d'une seule balle. La balle l'atteignit précisément à l'œil en traversant sa lunette de visée. La signature classique d'un maître. Le lendemain, un autre sniper Shaïkin fut grièvement blessé. Zaïtsev comprit qu'il n'affrontait pas un simple bon tireur. Il affrontait son reflet dans un miroir. Un homme qui pensait comme lui, qui connaissait toutes ses ruses. Koenig ne tirait pas sur de simples soldats. Ses cibles étaient uniquement les snipers. C'était comme s'il nettoyait un échiquier enlevant les pièces mineures pour atteindre le roi. L'atmosphère dans le groupe de Zaïtsev devint électrique. La peur se mêlait à l'excitation. Tous comprenaient que l'enjeu n'était pas seulement leur vie, mais la réputation de toute leur école de snipers. La ville suspendue attendait. Les deux meilleurs tireurs des deux armées avaient commencé leur partie de cache-cache mortelle au milieu des ruines. Le duel commença bien avant le premier tir. Il commença dans les esprits. Zaïtsev savait qu'il avait affaire à un adversaire de force égale, peut-être même supérieur sur certains points. L'Allemand était probablement armé d'un meilleur fusil, avec une optique plus perfectionnée. Il avait suivi une formation militaire classique, alors que Zaïtsev était au fond un autodidacte de génie. Les premiers jours, Zaïtsev et son partenaire Nikolai Kulikov se consacrèrent uniquement à l'observation. Ils essayaient de déduire le style de l'Allemand. Où pouvait-il installer sa position? Quelle tactique allait-il choisir? Ils visitaient les postes, interrogeaient les soldats. Y avait-il eu des tirs étranges, quelque chose d'inhabituel? Koenig, lui aussi, ne se pressait pas. Il menait son propre jeu. Il savait que Zaïtsev le cherchait et il laissait délibérément de fausses pistes, provoquait tenter d'attirer le sniper soviétique à découvert. Un jour, il brisa d'un tir un morceau de verre dans la fenêtre d'un bâtiment en ruine. Le calcul était simple, un sniper inexpérimenté aurait un mouvement réflexe à cause de l'éclat et se trahirait. Zaïtsev ne tomba pas dans le panneau. Il se contenta de noter le secteur approximatif d'où le tir avait pu provenir. Leur champ de bataille devint la zone adjacente à l'usine Octobre Rouge. C'était un labyrinthe de métal tordu, de structures en béton et de tas de décombres. L'endroit idéal pour une embuscade de snipers. Zaïtsev supposa que l'Allemand choisirait une position avec une bonne vue d'ensemble, peut-être dans le no man's land, pour pouvoir contrôler à la fois les côtés soviétiques et allemands. Avec Kulikov et le commissaire politique Danilov, ils installèrent un poste d'observation en face de l'antre présumé de l'ennemi, et la longue et épuisante attente commença. C'était le plus difficile, des heures se fondant en journées interminables.
les yeux enflammés par la tension constante, scrutant chaque pierre, chaque ombre. Le corps engourdi et glacé par le froid, mais il était interdit de bouger. Le moindre mouvement imprudent, le moindre reflet sur une optique, ou des jumelles pouvaient être le dernier. C'était une guerre des nerfs. Qui craquerait le premier? Qui commettrait l'erreur? Zaïtsev savait que l'Allemand lui aussi l'observait. Ils étaient comme deux araignées dans le même bocal. Chacune attendait que l'autre fasse un faux pas. Le premier coup de cette partie mortelle fut joué par Koenig. Il décida de tester les nerfs de son adversaire. Zaïtsev, Kulikov et le commissaire Danilov étaient allongés à leur poste depuis de nombreuses heures. Lorsque Danilov, n'en pouvant plus de la tension, s'exclama « Mais où est-il donc si on allait le chercher ?» Zaïtsev lui fit le signe de se taire, mais il était trop tard. Danilov se souleva un instant au-dessus du parapet pour mieux observer le terrain avec ses jumelles, et au même instant, un coup de feu claqua. La balle atteignit le commissaire à l'épaule. Il tomba en se tordant de douleur. C'était un piège classique. Koenig n'avait pas tué Danilov. Il l'avait blessé. Le calcul était d'une précision diabolique. Ses camarades se précipiteraient pour aider le blessé, sortiraient de leur abri, et c'est là qu'il les cueillerait. Zaïtsev et Kulikov le comprirent instantanément. Restés à terre, allaita Zaïtsev. Ils se plaquèrent au sol, ignorant les gémissements de leurs camarades blessés. C'était cruel, mais c'était le seul moyen de survivre. Zaïtsev savait maintenant avec certitude, l'Allemand était là tout près, et il les voyait. Il attendait. Des minutes qui parurent une éternité s'écoulèrent. Finalement, ils réussirent à traîner Danilov en lieu sûr sous le feu. Cet épisode apprit beaucoup à Zaïtsev. Premièrement, son adversaire était un professionnel froid et calculateur. Deuxièmement, il était incroyablement patient. Il pouvait attendre sa chance pendant des heures. Mais Koenig, en jouant son coup, avait aussi commis une erreur. Il avait révélé sa position approximative. Zaïtsev connaissait maintenant le secteur d'où la balle était venue. C'était un tas de briques et de métal tordus juste en face de leur position. Quelque part là, dans ce tas de décombres, le diable était tapi. Mais comment l'en déloger, tirer au hasard, était inutile. Il avait certainement aménagé un abri solide. Il fallait le forcer à se montrer, lui faire croire qu'il avait gagné, que le danger était passé. Et un plan commença à germer dans l'esprit de Zaïtsev. Un plan où le rôle principal ne serait pas joué par la précision, mais par le talent d'acteur, et une ruse digne d'un vieux chasseur de la taïga. Le jour suivant arriva. Le jour qui devait être décisif. À l'aube, Zaïtsev et Kulikov étaient de retour à leur poste. Ils savaient que l'Allemand était là aussi. Il n'était pas parti, il attendait. Pendant la nuit, ils avaient préparé un appât. C'était une ruse simple mais géniale. Kulikov avait pris une planchette, y avait fixé un casque et un morceau de manteau, de sorte que de loin cela ressemble à la silhouette d'un soldat. Zaïtsev lui avait pris une autre position cachée légèrement sur le côté. Leur plan était risqué. Kulikov devait au moment opportun soulever doucement et lentement le leur au-dessus du parapet, imitant un observateur imprudent. Cela devait provoquer le tir de l'Allemand, tandis que Zaïtsev surveillerait attentivement l'abri présumé de l'ennemi, essayant de repérer l'éclair du départ de coups ou tout autre mouvement. Tout dépendait de la précision et de la coordination de leurs actions et du fait que les Allemands expérimentés mordent ou non à l'hameçon. La matinée s'étirait péniblement longue. Le soleil montait lentement au-dessus de la ville en ruine. Ses rayons perçaient à travers la fumée et la poussière. C'était le moment où le soleil brillait déjà assez fort, mais se trouvait encore du côté des positions soviétiques. C'était important. Les rayons directs pouvaient se refléter dans la lunette de l'Allemand et le trahir. « C'est l'heure », murmura Zaïtsev. Kulikov, retenant son souffle, commença à soulever lentement l'appât. Le casque apparut au-dessus de l'abri. Une seconde, une autre, silence. Zaïtsev fixait des yeux le tas de métal en face. Rien. Peut être qu'il est parti, chuchota Kulikov. Non, répondit Zaïtsev. Il est trop malin pour ça. Il sait que ça peut être un piège. Recommence. Mais cette fois laisse tomber le casque. Kulikov souleva de nouveau l'appât et le laissa tomber brusquement tout en poussant un grand cri simulant une blessure. Le calcul était que l'Allemand, en entendant le cri et en voyant le casque tomber, penserait qu'il avait enfin eu son ennemi principal et se montrerait imprudemment pour admirer le résultat de son travail. Et de nouveau le silence. Le plan semblait avoir échoué. Mais Zaïtsev le savait, la patience est l'arme principale du sniper. Il fallait attendre. Une autre heure passa. La tension était à son comble. Kulikov commençait à douter du succès de l'entreprise, mais Zaïtsev était calme comme un roc.
Il ne quittait pas des yeux la position ennemie. Il attendait, et sa patience fut récompensée. Le soleil monta encore plus haut. Ses rayons tombaient maintenant sous un angle différent. Et à cet instant Zaïtsev le remarqua. Un éclat à peine perceptible. Qu'est-ce que c'était, un morceau de verre ou une optique? Le reflet provenait de sous une grande tôle d'acier qui reposait sur un tas de briques cassées. L'abri parfait. De là, on pouvait surveiller toutes les positions soviétiques. Zaïtsev se figea. Il n'était pas sûr à 100%. Cela pouvait être un autre piège de l'Allemand. Il aurait pu délibérément placer une bouteille vide au soleil pour les provoquer à tirer et repérer leur position. Il fallait vérifier. « Regarde !» dit Zaïtsev à voix basse à Koulikov sans quitter la cible des yeux. « Sous cette tôle. Je crois que c'est lui. » Koulikov se colla à sa propre lunette. « Oui, quelque chose brille, » confirma-t-il. « Mais c'est peu, être juste du verre. »« On va vérifier, » répondit Zaïtsev. « On reprend l'ancien plan. Soulève le casque très lentement. » Koulikov reprit son leurre. Cette fois, il le souleva avec une précaution d'orfèvre millimètre par millimètre. Et alors que le casque apparaissait à peine au-dessus du parapet, un coup de feu claqua. La balle siffla, perça le métal et vint frapper le mur derrière. Il n'y avait plus de doute. L'Allemand était là, et il était tombé dans le piège. Il avait tiré convaincu de viser un homme. Zaïtsev ne bougea pas. Il attendait le prochain coup de l'adversaire. Et il arriva. L'Allemand, pensant le sniper soviétique tué, se permit un instant d'imprudence. Il sortit légèrement la tête de sous la tôle d'acier pour s'assurer de son succès. Cet instant suffit à Zaïtsev. « Je le vois », dit doucement Koulikov. « Juste sous la tôle. » Zaïtsev orienta doucement le canon de son fusil. La cible était dans le réticule. Il retint sa respiration, pressa doucement la détente. Le coup de feu retentit sec et brutal. À la même seconde, la tête casquée de l'Allemand bascula en arrière et disparut. Un silence de mort s'installa. Le silence après le tir était assourdissant. Zaïtsev ne quittait pas des yeux la position ennemie. Il attendait. Le moindre mouvement, le moindre son pouvait signifier qu'il avait manqué sa cible ou seulement blessé l'Allemand, mais rien ne se produisit. La tôle d'acier restait immobile. Aucun gémissement, aucun bruissement n'en provenait. Une heure passa puis une autre. Le soleil commença à décliner vers l'ouest, colorant les ruines de teinte pourpre. Il devint clair que le duel était terminé. Mais il fallait une certitude à 100%. Attendant l'obscurité, Zaïtsev, accompagné de Koulikov et de quelques autres combattants, effectua une sortie risquée dans le No Man's Land. Sous le couvert de la nuit, au risque de tomber sur une mine ou une balle perdue, ils atteignirent l'antre du sniper allemand. Ce qu'ils virent confirma leur victoire. Sous la tôle d'acier, gisait un officier allemand mort. La balle de Zaïtsev l'avait atteint précisément entre les deux yeux. C'était un major. À côté de lui, se trouvait son fusil de sniper, une arme magnifique, avec une optique Zeiss bien supérieure aux équivalents soviétiques. Mais le plus important se trouvait dans ses documents. Dans la poche de poitrine de sa vareuse, ils trouvèrent son livret militaire. Le nom y était inscrit Major Erwin Koenig, directeur de l'école de sniper de Berlin. C'était lui le super sniper envoyé pour avoir la peau de Zaïtsev. La nouvelle de la victoire dans le duel de sniper fit instantanément le tour de la 62e armée. Ce n'était pas un simple ennemi de plus abattu, c'était une victoire symbolique. Un simple chasseur de l'Oural avait déjoué et éliminé un professionnel d'élite de la capitale du Reich. C'était un coup terrible porté au moral des Allemands et un stimulant incroyable pour les soldats soviétiques. L'histoire du duel devint une légende racontée dans les tranchées et les abris. Elle donnait de l'espoir. Elle montrait que même dans cet enfer où tout semblait décidé par la force brute et la quantité de métal, l'habileté, la ruse et la force d'âme d'un seul homme pouvaient être décisives. Le fusil de Koenig devint un trophée précieux. On se le passait de main en main comme la preuve d'une grande victoire. Et Zaïtsev lui-même, ayant à ce moment déjà éliminé 225 soldats et officiers ennemis, fut proposé pour la plus haute distinction, le titre de héros de l'Union soviétique. La nouvelle de l'élimination de l'as des snipers allemands eut l'effet d'une bombe. Pour le côté soviétique, ce fut une victoire de propagande retentissante. Les journaux de tous les fronts arboraient des titres sur l'exploit de Vassili Zaïtsev. Son nom devint synonyme de maîtrise du tir de précision et de caractère russe inflexible. L'histoire du duel avec le major Koenig devint un exemple classique de bravoure militaire. Pour les combattants épuisés par les combats sans fin dans les ruines de Stalingrad, c'était plus qu'un simple article de journal.
C'était la preuve vivante que leur cause était juste et que l'ennemi pouvait être vaincu. Si un seul homme avait pu terrasser le meilleur tireur du Reich, alors l'armée entière pouvait vaincre l'armée de Paulus. Le regain de morale fut colossal. Des dizaines de volontaires affluèrent à l'école de sniper de Zaïtsev. Chacun voulait lui ressembler. Le mouvement des snipers reçut une nouvelle et puissante impulsion. Pour le côté allemand, l'effet fut diamétralement opposé. Les rumeurs sur la mort du maître spécialement envoyé de Berlin se répandirent rapidement dans les tranchées. Si même lui n'avait pas survécu, que dire des soldats ordinaires, la peur de la mort invisible qui paralysait déjà les actions de l'infanterie allemande s'intensifia considérablement. Bien sûr, la mort d'un seul sniper, même très bon, ne pouvait pas changer la situation stratégique. Mais dans les conditions de la guerre des rats, où la psychologie jouait un rôle énorme, ce fut un coup sérieux. Le commandement allemand tenta de cacher le fait, mais on ne peut cacher le soleil avec un tamis. Le prestige des armes allemandes avait été entaché. Eux qui se considéraient comme la caste militaire supérieure avaient perdu un duel face à un simple gars russe de l'Oural. Cela sapait le fondement même de leur idéologie de supériorité raciale. Le duel entre Zaïtsev et Koenig marqua un tournant dans la guerre invisible des snipers. Après cela, les tireurs soviétiques sentirent leur supériorité et agirent avec encore plus d'audace et d'efficacité, tandis que les soldats allemands s'enfonçaient encore plus profondément dans leurs abris, maudissant cette ville sur la Volga devenue pour eux un véritable enfer. La guerre pour Vassili Zaïtsev ne s'est pas terminée avec ce duel. Il a continué sa chasse, et le nombre d'ennemis qu'il a éliminés a continué de croître. Il a formé une nouvelle génération de snipers, leur transmettant son expérience inestimable. Ces « la pro » semèrent la terreur chez les Allemands sur tous les secteurs du front de Stalingrad. Le tableau de chasse confirmé de Zaïtsev lui-même pendant la bataille s'éleva à 242 soldats et officiers, dont 11 snipers. Et ses élèves, selon différentes estimations, éliminèrent plus de 3000 ennemis. Il devint une légende vivante, mais la guerre n'épargne même pas les légendes. En janvier 1943, peu avant la capitulation de l'armée de Paulus, Zaïtsev fut grièvement blessé. L'explosion d'une mine lui endommagea les yeux. Il devint aveugle. Cela semblait être la fin de sa carrière de combattant. Il fut évacué vers l'arrière à l'hôpital. Les meilleurs médecins se battirent pour sa vue. L'opération fut réalisée par le célèbre académicien Filatov lui-même et il accomplit un miracle. La vue put être restaurée. Après sa convalescence, Zaïtsev brûlait d'envie de retourner au front. Cependant, le commandement en décida autrement. Il était un symbole trop précieux pour risquer à nouveau sa vie. Il fut nommé instructeur dans une école de snipers, où il continua à former des tireurs d'élite pour l'armée. Il écrivit 2 manuels sur le tir de précision qui devinrent des livres de chevet pour de nombreuses générations de snipers soviétiques. Après la guerre, Vassili Grigorievitch Zaïtsev ne se reposa pas sur ses lauriers. Il fut démobilisé, termina ses études à l'Institut et travailla comme directeur d'une usine de construction mécanique à Kiev. Il mena une vie modeste, n'aimant pas parler de ses exploits, mais la gloire le rattrapait. On écrivit des livres sur lui, on tourna des films. Il devint citoyen d'honneur de la ville-héros de Volgograd. Il s'est éteint en 1991, peu avant l'effondrement du pays, pour lequel il s'était si désespérément battu. Il fut enterré à Kiev, mais en 2006, conformément à ses dernières volontés, les cendres du héros furent inhumées avec les honneurs militaires sur la principale hauteur de Russie, le Kourgan Mamayev à Volgograd. Là où il avait autrefois mené sa chasse mortelle, il trouva le repos éternel aux côtés de ses compagnons d'armes qui avaient défendu la ville sur la Volga. Et qu'en est-il du major Koenig? A-t-il réellement existé? Cette question suscite encore de vifs débats parmi les historiens. Les sceptiques soulignent que dans les archives allemandes méticuleusement détaillées de la Wehrmacht, il n'y a aucune mention d'un major Erwin Koenig ou Heinz Torvald qui aurait servi dans une école de snipers et serait mort à Stalingrad. Ni dans les listes d'effectifs, ni dans les listes de pertes, ni dans les propositions de décoration. C'est l'argument principal des opposants à la version de la réalité du duel. Ils suggèrent que toute cette histoire est un coup de génie de la propagande soviétique. Il fallait un héros, et on l'a créé. Et pour que l'exploit du héros soit encore plus significatif, il lui fallait un adversaire digne, fort et connu. C'est ainsi qu'est née l'image du super sniper de Berlin, chef d'une école d'élite. Une victoire sur un tel ennemi élevait automatiquement Zaïtsev à une hauteur inaccessible. Cette version est plausible.
La propagande en temps de guerre est une arme puissante et les deux camps l'ont activement utilisée. Cependant, les partisans de la réalité du duel avancent leurs contre-arguments. Premièrement, il y a les mémoires de Vassili Zaïtsov lui-même. Jusqu'à la fin de sa vie, il a insisté sur le fait que tout s'était passé exactement comme il l'avait décrit. Deuxièmement, il y a les témoignages d'autres participants à la bataille de Stalingrad qui confirment cette histoire. Troisièmement, l'absence de documents peut s'expliquer par le chaos du chaudron de Stalingrad. De nombreuses archives de la 6e armée ont été détruites ou perdues. De plus, il s'agissait d'une mission secrète, le major aurait pu opérer sous un nom d'emprunt, et ces vrais documents n'auraient jamais figuré sur les listes générales. Il existe aussi une version de compromis. Peut être que le duel a vraiment eu lieu. Zaïtsev a effectivement éliminé un sniper allemand très expérimenté et efficace, et c'est ensuite que la propagande s'emparant de ce fait l'a promu au grade de major et l'a nommé chef de l'école de sniper de Berlin, pour plus d'effet. Quoi qu'il en soit, la vérité est désormais à jamais cachée dans les brumes de la guerre, mais en fin de compte, ce n'est pas si important. La légende du duel entre Zaïtsev et Koenig est devenue une partie intégrante de l'histoire de la bataille de Stalingrad. Elle est devenue le symbole de l'affrontement non pas de deux armées, mais de deux idéologies de deux caractères. Et dans cet affrontement, ce n'est pas celui qui avait le meilleur fusil qui a gagné, mais celui dont l'esprit s'est avéré le plus solide. L'héritage de Vassili Zaïtsev et de son école dépasse de loin la bataille de Stalingrad. Il a en substance révolutionné la tactique de la guerre des snipers. Avant lui, le sniper était principalement un loup solitaire, un chasseur indépendant. Zaïtsev a transformé le sniping en une science, en un travail d'équipe coordonné. Sa méthode des 6 ou 3 paires de snipers travaillent ensemble, se couvrant et se soutenant mutuellement, a été adoptée par toute l'armée rouge. Cela a permis non seulement d'éliminer efficacement les cibles, mais aussi, ce qui n'est pas moins important, de réduire considérablement les pertes parmi les snipers eux-mêmes. Zaïtsev enseignait que la compétence principale d'un sniper n'est pas le tir de précision, mais la capacité à penser, à analyser et à rester invisible. Pour un sniper, l'essentiel, ce ne sont pas les jambes, c'est la tête, aimait-il à répéter. Ses manuels écrits après sa blessure sont devenus des classiques de l'art militaire. Il y décortiquait tous les aspects du travail de sniper: choix de la position, camouflage balistique, observation, psychologie de l'ennemi. Il a systématisé l'immense expérience pratique qu'il avait acquise dans les ruines de Stalingrad. Cette expérience s'est avérée inestimable. Les snipers formés selon sa méthode ont apporté une contribution énorme à la victoire. Ils ont opéré sur tous les fronts de Kursk à Berlin, semant la terreur chez l'ennemi. Jusqu'à la fin de la guerre, les officiers allemands craignaient paniquement les snipers soviétiques, les surnommant « la mort invisible ». Les idées de Zaïtsev sont toujours d'actualité. Ces développements tactiques sont étudiés dans les académies militaires du monde entier. Le concept du groupe de snipers travaillant en étroite collaboration avec d'autres unités est devenu la base des actions des unités de snipers modernes dans toutes les armées. Ainsi, un simple gars de l'Oural qui voulait juste défendre sa patrie est non seulement devenu l'un des snipers les plus efficaces de l'histoire, mais a aussi créé toute une doctrine militaire qui lui a survécu, qui aujourd'hui encore sauve la vie de soldats et aide à accomplir des missions de combat. Son héritage, ce ne sont pas seulement les étoiles sur sa pierre tombale, mais les milliers de vies sauvées par ses disciples. Alors pourquoi cette histoire, l'histoire d'un duel de snipers dans une ville en ruine, il y a plus de 70 ans captivité? Elle encore autant notre imagination? Pourquoi tourne-t-on ont des superproductions hollywoodiennes et écrit-on des livres à son sujet? C'est que le duel entre Zaïtsev et Koenig est bien plus qu'un simple épisode militaire. C'est la quintessence de toute la bataille de Stalingrad et peut être de toute la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire dans laquelle un conflit immense, impersonnel et cruel, où des millions de personnes n'étaient que des rouages dans une gigantesque machine de guerre, acquiert soudain un visage humain. La guerre des armées et des fronts se transforme en un duel de deux personnalités, de deux caractères, de deux volontés. C'est le récit classique de David contre Goliath. D'un côté, le représentant de la puissante machine de guerre du Reich professionnel est parfaitement huilé. Un combattant d'élite armé des dernières technologies. De l'autre, un simple soviétique, hier encore chasseur et comptable de la flotte, qui se bat non pas pour des idées abstraites de domination mondiale, mais pour sa terre, pour sa maison, qui se trouve juste derrière lui.
Et dans ce duel, ce n'est pas la technologie ni l'entraînement qui l'emportent, mais la ruse naturelle, la patience et une force d'âme inflexible. Cette histoire montre que même dans l'enfer le plus terrible comme l'était Stalingrad, un seul homme est capable de beaucoup. Il est capable non seulement de survivre, mais aussi d'infliger à l'ennemi de tels dommages qu'ils font trembler toute l'armée adverse. L'exploit de Zaïtsev est un hymne à la maîtrise individuelle et au courage au milieu de la folie collective de la guerre. Et peu importe que le major Koenig ait réellement existé, l'important c'est qu'il incarnait toute la puissance contre laquelle les défenseurs de Stalingrad se battaient. Et la victoire sur lui réelle ou symbolique est devenue la preuve que cette puissance pouvait être vaincue. C'est pourquoi l'histoire du duel dans les ruines enneigées sur les rives de la Volga restera à jamais dans la mémoire de l'humanité comme l'un des symboles les plus éclatants de la résilience et de l'héroïsme. Et vous pensez-vous qu'un seul homme peut réellement changer le cours d'une bataille ou l'histoire est-elle toujours le fruit de forces collectives? Partagez votre opinion dans les commentaires